Le 18 mai, les forces de police ont manifesté place de la République contre, je cite, la haine anti-flic. Depuis le début de la mobilisation contre la loi travail, plus de 300 policiers ont été blessés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais dans le même temps, la multiplication des interpellations violentes et des blessures du côté des manifestants ont remis au centre des débats la minorité des casseurs, la police et les violences policières. Avec nous pour se pencher sur la question des relations entre la police et la population, Mathieu Zagrodzki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales qui dépend du CNRS. Alors, ces derniers mois, on a assisté à des déclarations d'amour et de confiance de la population vis-à-vis de la police, notamment au lendemain des attentats qui ont meurtri la France en 2015. Renaud a même immortalisé cet élan dans une chanson. Pourtant, on a aussi entendu dans les manifestations plus récentes, et notamment celle du 1er mai, des slogans du type « Tout le monde déteste la police ». Comment vous expliquez ce paradoxe ? Il n'y a pas vraiment de paradoxe. Il y a plutôt en ce moment une focalisation sur une certaine partie de la population et en gros des opinions politiques qui sont par nature hostiles à la police. En gros, si on regarde l'évolution de la popularité de la police depuis environ un an, ça ne change pas tellement. On est au-delà de 80%. Hein, les sondages ces derniers jours le confirment. Il y a des confrères à vous, ceux du Parisien, absolument, qui en ont publié un ce matin. Donc on est sur quelque chose qui est parfaitement stable depuis janvier 2015. Ce qu'on voit aujourd'hui, autour de la protestation face à la loi El Khomri, ce sont des mouvements qu'on qualifiera d'anarcho-révolutionnaires, qui sont par nature hostiles à la police, parce que ce sont des mouvements anti-autorité, et qui de toute façon, à mon avis, n'ont pas applaudi la police en janvier 2015 au moment de la marche suite aux attentats de Charlie Hebdo. Alors, on a vu que les policiers avaient commis quelques erreurs. Quelle est la stratégie globale du maintien de l'ordre en ce moment face à la mobilisation contre la loi El Khomri ? Quelles sont les particularités en fait, de cette stratégie du maintien de l'ordre ? Alors, est-ce qu'il y a une véritable particularité des manifestations aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est sûr que ça dure depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a un effet de répétition et de multiplication dans le sens où les manifestations, elles n'ont pas lieu seulement à Paris. On a vu qu'il y avait des incidents violents à Nantes et à Rennes. Et en cela, il y a sans doute un effet de saturation sur les forces de l'ordre. Après, si on regarde sur le temps long, les 20, 30, 40 dernières années, il y a toujours eu des incidents en marge des manifestations. Oui, il n'y a rien de nouveau finalement. Il n'y a rien de nouveau dans cet effet-là. Les manifestations étudiantes génèrent généralement des incidents. Les manifestations syndicales génèrent parfois des incidents. Et puis si on parle des agriculteurs, des marins-pêcheurs, c'est finalement quelque chose qui est assez répétitif. Alors, est-ce que les policiers sont suffisamment bien encadrés dans cette gestion ? Je pense qu'ils sont bien encadrés au sens où l'encadrement est nombreux et les méthodes mises en œuvre sont relativement bien répétées. Après, je m'interroge sur la clarté des ordres qui sont donnés depuis en haut. J'ai toujours cette impression qu'à la fois l'exécutif et la hiérarchie policière ne savent pas sur quel pied danser. D'un côté, il y a une demande d'ordre de répression face aux casseurs, face à toutes les dégradations qu'on observe. D'un autre côté, il y a des protestations, souvent légitimes d'ailleurs, contre les violences policières, hein, comme à Bergson. Enfin, il y a de nombreux exemples. Il y a quelque chose comme 30-35 cas de brutalité policière qui ont été recensés officieusement depuis le début de la protestation. Dans la bouche des porte-parole de la police, on a le sentiment qu'ils minimisent au maximum les erreurs et les bavures qui ont été commises. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni ? Certainement, les syndicats policiers sont dans leur rôle. Évidemment, leur boulot, c'est un peu de minimiser la responsabilité des policiers et de présenter les policiers sous un jour favorable. Donc au fond, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Ce qui est plus problématique à mon sens, c'est la communication ou l'absence de communication du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, on n'est pas capable de savoir en France combien il y a de plaintes pour brutalité contre des policiers, combien de policiers sont condamnés. Et d'une façon générale, justement, le ministère donne trop le champ ouvert aux syndicats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je trouve que la communication de la police elle est faite plus par les syndicats que par les policiers eux-mêmes. Si on prend l'exemple des pays anglo-saxons, ce sont les commissaires, par exemple il se passe quelque chose dans tel quartier, dans telle ville, c'est le commissaire de tel quartier, telle ville qui va prendre la parole pour dire ce qui s'est passé. En France, la parole est quand même très verrouillée au niveau de l'intérieur. Au final, on a le sentiment d'une incompréhension entre les citoyens lambda comme vous et moi et la police, comme s'il n'y avait que la justice ou que les tribunaux comme relation possible entre les citoyens et la police. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette incompréhension et comment on peut lutter contre ?
La police en France, elle s'est construite, pour faire très très simple, autour du pouvoir central, autour de l'exécutif, et a toujours et avant tout été un instrument du pouvoir. Si on prend la création de la préfecture de police, par exemple, sans faire sa généalogie jusqu'à Louis XIV, c'est en 1800 sous Napoléon, elle est créée pour contrôler la foule parisienne, parce que Napoléon a peur de la foule parisienne. Et donc il y a une tradition sur le long terme, comme ça, de méfiance à l'égard de la population et d'instrumentalisation de la police. C'est que vers les années 70-80, avec un certain nombre de rapports, qu'on s'est aperçu que les relations police-population avaient été un peu négligées, que la délinquance quotidienne avait également été négligée, que finalement, quand les gens portaient plainte pour un cambriolage ou un vol, il n'y avait aucune suite. Et puis, on a timidement tenté de remédier à ça. La police de proximité, on en est l'exemple le plus emblématique. Elle n'a pas duré très longtemps, elle a duré le temps du quinquennat Jospin, si je puis dire. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui a du mal à prendre en France. Encore une fois, sans idéaliser l'exemple anglo-saxon, qui comporte d'autres problèmes, notamment le modèle américain. Mais si on prend les Anglais, par exemple, les Anglais, dans tous les commissariats, ils organisent des réunions régulières avec la population pour recueillir leurs attentes, leurs retours. Et il faut savoir que les policiers britanniques sont évalués en partie en fonction de la satisfaction de la population. Ça fait partie en fait des critères, des indicateurs de performance des polices anglaises. On est évidemment très très loin de ça en France. Merci Mathieu pour cet éclairage. Merci à vous. Et pour en savoir plus sur ces problématiques, rendez-vous dans les pages Société du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.